Michel Simès, bonjour. Merci Bonjour. d'être l'invité de la rédaction de Paris-Normandie. On est là pour parler dans vos bureaux de cette conférence que vous allez animer à Rouen le 3 avril prochain au Zénith. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le sens de cette conférence, bien-être au travail? Alors, bien-être au travail, oui. En fait, ça fait partie d'un cycle de conférences qu'on fait depuis des années maintenant dans toute la France. Et là, le bien-être au travail est une thématique qui revient parce qu'on l'a testé il y a, je sais pas, 3 ans, je crois, à Rouen. Et ça a fait un carton. Moi, c'est marrant parce que c'était un thème, je me disais, bon, bien-être au travail, est-ce que les gens vont se déplacer pour entendre parler de bien-être au travail? De quoi on parle? Alors, on parle justement de tout ce qui peut faire qu'on est heureux de se rendre au boulot, qu'on est heureux d'y être, qu'on est heureux dans les relations avec les autres et qu'on a l'impression de servir à quelque chose dans sa boîte. Et aujourd'hui, si on traite ce thème, c'est parce que vous savez très bien qu'on parle beaucoup de burn-out, c'est-à-dire d'un syndrome d'épuisement au travail, une véritable dépression. Il y a quand même entre 2 et 3 millions de Français qui sont susceptibles d'en faire un. Donc c'est beaucoup. On en parle aussi beaucoup parce que les entreprises aujourd'hui ont vraiment pris conscience de la nécessité de prendre en compte le bien-être de ses collaborateurs. Non seulement parce qu'il est plus agréable de croiser quelqu'un qui sourit le matin plutôt que de quelqu'un qui fait la gueule, mais en plus, il y a, vous savez, quand on parle d'entreprise et de business, il y a toujours un retour sur investissement. Et le retour sur investissement a été même calculé par des spécialistes. Et 1 euro d'investi dans le bien-être de ses collaborateurs, c'est plusieurs euros gagnés par l'entreprise. Donc voilà pourquoi on parle de tout ça. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil, par exemple, aux entreprises pour que les collaborateurs, les employés se sentent bien? Eh bien déjà, de valoriser leur travail. C'est déjà de montrer qu'ils servent à quelque chose dans la boîte, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un problème d'estime de soi et de mésestime du travail qu'on peut fournir dans une entreprise. Et puis des petits détails qui sont la cantine, qui sont le restaurant d'entreprise, qui sont l'aménagement, l'ergonomie des postes de travail. Vous savez qu'on discute beaucoup aujourd'hui sur les open space, qui sont une catastrophe parce que vous avez une tête comme ça à la fin de la journée. Donc il faut bannir les open space? D'après les études, oui. Une salle de repos, une salle de fitness. Voilà, il y a plein de petits détails qui montrent que l'entreprise s'intéresse à vous, non pas uniquement pour la rentabilité que vous pouvez avoir, mais aussi en tant qu'être humain. Et rien que ça voilà. Mais toutes les entreprises ne peuvent pas mettre ça en place, une salle de fitness, non, et bien évidemment, foot, etc. Chacune va faire dans la mesure de ses possibilités et de ses moyens, parce qu'il y a des petites et moyennes entreprises, bien évidemment, qui peuvent. Mais le relationnel aussi avec la hiérarchie, la lutte contre le harcèlement, bien évidemment. Mais voilà, chaque entreprise va faire avec ses moyens. Nous, à chaque fois qu'on va quelque part, on a des témoignages on a en général une grande entreprise de la région qui vient nous expliquer tout ce qu'elle fait pour le bien-être de ses collaborateurs. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis moi, je suis entre guillemets l'ambassadeur santé des Jeux Olympiques de Paris 2024 et on travaille énormément sur l'activité physique dans les entreprises. Cette conférence, vous n'êtes pas tout seul à l'animer puisque vous êtes avec des experts. Elle sera retransmise en direct sur Internet. Elle est également interactive puisque les gens peuvent vous poser des questions pendant la conférence. Absolument, on a un lien avec Twitter, on aura un hashtag qui va nous permettre de relayer les questions posées par les gens qui regardent sur Internet. Et puis on a des questions dans la salle aussi qui me sont relayées à la fin. J'essaye de garder une demi-heure minimum pour que les gens puissent poser des questions. Et alors, le temps, justement, comment vous faites pour trouver du temps pour tout faire? Parce qu'on vous voit beaucoup, que ce soit à la télévision, que ce soit dans ces conférences que vous animez un peu partout en France. Vous avez un magazine, Dr Good, dont le nouveau numéro vient de sortir. Ouais. Comment vous faites pour faire tout ça? Je suis mu par la passion de ce que je fais. Je ne veux pas faire de la démagogie, mais vous savez, moi, le matin, je me lève avec la banane en n'ayant pas l'impression que je vais travailler dans la journée. Pourtant, je bosse, j'ai des journées bien remplies, mais c'est un tel bonheur de faire, et une telle chance de faire tout ce que je fais. Vous en avez parlé, vous avez décrit une partie de mes activités. D'abord, c'est que de la médecine, tout ça. Alors quand je dis que, entre guillemets, parce que j'ai quand même galéré pendant 12 ans pour faire mes études, donc la médecine, je l'ai dans le cerveau, et même si je me maintiens au courant, parce que c'est très important, mais je la resserre, et je la resserre de différentes façons, dans le magazine, lors des conférences, à la télé, à la radio, etc. Le but est toujours de resservir des messages de santé publique
à partir des connaissances que j'ai une expertise dans le domaine de la santé qui me permet quand même de pouvoir vulgariser pas mal. Et puis je suis juste, voilà, je suis passionné par ce que je fais. Un vrai, j'ai le grand luxe de pouvoir dire non à plein de choses parce que ça m'amuse pas et de dire oui à tout ce qui me plaît. Et vous pouvez continuer vos consultations Bien sûr. une demi-journée par semaine comme vous faisiez Deux déjà demi-journées. Deux demi-journées. 2 matinées par semaine dans un hôpital parisien. Je dis pas lequel parce que je pense que vous êtes déjà beaucoup demandé. Je prends plus de nouveaux patients parce que sinon c'est compliqué. Mais oui, mais c'est mon vrai métier, les médecins. Je sais que je suis animateur, je sais que je fais plein de choses, mais mon vrai métier, les médecins. Et ce matin, j'étais à l'hôpital pour consulter comme je le fais depuis mes débuts. Animateur, justement, une nouvelle émission qui vient de démarrer, enfin qui a repris finalement une nouvelle forme. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots également? Alors ça ne sortira pas d'ici, c'est une consultation un peu loufoque. Je suis dans un cabinet de consultation derrière mon bureau. Le décor déjà montre ce qu'est cette émission avec des néons partout. Et je reçois 3 patients people, 3 patients célèbres, qui viennent me parler non pas de leur intimité médicale, parce que ça reste du secret médical, je suis médecin, mais des bobos, de l'hygiène, de leur relation avec les médecines complémentaires, de leur phobie, de leur TOC. Et c'est une émission, c'est marrant parce que cette émission, je l'avais dans la tête depuis des années. D'abord, il fallait la faire accepter par France Télévisions. Ensuite, il fallait que j'accepte moi aussi de sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire de devenir peut-être un peu plus animateur que médecin. Et voilà, j'ai réalisé, je pense, une sorte de rêve que j'avais d'une émission de télé. C'est un ovni, cette émission. Vous pouvez regarder sur tous les programmes dans le monde entier, vous n'avez pas ça. Donc c'est vraiment un concept original. C'est un concept original, Michel Simès. voilà, et avec toute l'équipe. Et voilà, vous trouvez ça nulle part ailleurs, et je suis très très content parce qu'il y a un petit, je vous dis nulle part ailleurs, à double sens, parce qu'il y a un petit côté canal de l'époque, sans filtre, voilà. Enfin, avec des invités là, pour la première émission, enfin en tout cas pour la nouvelle formule, puisqu'il y a une première version qui avait été tournée pour il y avait 2 pilotes, qui ont été diffusés pour voir un peu ce que ça donnait et si le public suivait. Il y a eu 1,5 million de personnes à 23h30 au minuit, un truc fou. Donc on s'est dit que ça marchait, on a relancé ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est la générosité dont font preuve les invités. Je vous assure que moi-même je suis étonné parce que ils me disent des trucs. Alors moi, encore une fois, je ne vais pas sur le secret médical, mais ils me disent des choses. Ils se livrent complètement. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce qu'ils me font confiance, qu'ils ont l'impression d'avoir un tout-bib devant eux. Mais voilà, je suis très Ils ont un tout-bib devant eux. Oui, mais ils le sentent. Et ils se livrent énormément. Quand donc vous avez eu qui en invité? Il y a eu Josiane Balasco, j'ai eu Josiane Balasco, Jérôme Commandeur et Julie Gaillet dans la première. La deuxième, c'est Michel Larocque, François Berléand et Anne Roumanoff, avec qui, c'est des moments étonnants quand même. Il y a un retournement de consultation, parce que j'étais malade pendant les 2 premières. J'avais du mal à parler, je toussais sans arrêt et tout. Et c'est Anne Roumanoff qui a fait le médecin, quoi. Et ce sera diffusé donc la deuxième... Le mercredi 27. Mercredi 27 mars 2019. On précise pour les gens qui verront ça en 2021. Voilà, c'est en hebdo jusqu'à la fin mai. Très bien. Vous avez également d'autres projets sous le coude? Oui, j'en ai plein. Vous avez 2 heures devant vous là? On a tout le temps que vous voulez, profitez. Oui, j'ai plein de projets. Et puis moi, j'ai un projet. J'aimerais bien refaire une fiction. Je me suis éclaté à faire Meurtre en Pays d'Oléron. J'allais vous amener là-dessus, justement. Ouais, et je me suis éclaté. Ça a battu le record de la série. Donc voilà, je me suis vraiment beaucoup amusé. J'aimerais bien recommencer. Je ne vous dis pas que je ferai ça tout le temps, mais là, je sais qu'il y a des projets en cours, en lecture à France Télé. Plutôt téléfilm alors? Oui, téléfilm. Oui, non, je ne me prends pas pour Georges Clooney. Oui. Pas de théâtre, pas de... Si, théâtre, on va partir avec des potes pendant une semaine pour essayer d'écrire une pièce qu'on a dans la tête. On m'a proposé théâtre, on m'a proposé du one-man show et tout, mais il y a un moment... Vous savez, dans ce métier, le problème, c'est que quand ça marche bien et que vous êtes un peu bankable, comme on dit, on vient vous proposer plein de choses qui vous donnent envie, parce que moi, je suis un peu cabot, hein, j'aimerais bien un peu toucher à tout. Mais après, il faut savoir rester un peu raisonnable et rester à sa place. Et vous parliez tout à l'heure de la possibilité de dire non. Vous avez quand même des gens, vous faites partie des animateurs préférés des Français. Il n'y a pas un moment où on prend le melon? Comment on reste, comment on garde les pieds sur terre? Sûrement, on peut prendre le melon, bien sûr. J'en ai vu pas mal autour de moi qui prenaient le melon. Comment on garde les pieds sur terre? D'abord, quand le succès arrive tard. Je crois que j'ai un âge où
je peux encaisser et la popularité, les classements et tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a un autre élément qui est très important, c'est que mon vrai métier, c'est docteur. Et j'ai, pendant mes études, fait beaucoup de choses. J'ai fait du SAMU, j'ai fait plein de choses qui étaient assez dramatiques. Quand vous allez ramasser des cadavres sur l'autoroute, quand vous allez chez des gens et qu'un père de famille est en train de mourir d'un infarctus, alors que la famille est autour de vous, vous vous dites que la vraie vie, elle est là. La vraie vie, elle est dans la souffrance et pas sous les projecteurs. Et donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé à relativiser tout ce qui peut m'arriver aujourd'hui. Ce qui vous permet aussi de pas être dans la langue de bois, d'aller, quand vous vous attaquez aux anti-vaccins, par exemple, d'y aller franco et de dire ce que vous avez à dire. J'ai pas à me retenir. Je crois qu'on peut me reconnaître une certaine expertise dans le domaine de la santé. Et quand je me bats pour la vaccination, je ne me bats pas pour que les laboratoires fassent de l'argent, je me bats pour la santé publique. Et quand l'Organisation mondiale de la santé met parmi les 10 plus grands fléaux au monde le fait qu'il y ait une suspicion autour des vaccins, c'est quelque chose qui est insupportable. Et quand vous voyez que les médias, et je ne sais pas comment vous couvrez ça à Paris-Normandie, je ne sais pas, je vois passer les papiers, quand je vois qu'on donne la parole à des gens qui désinforment et qui sont souvent mais complètement irrationnels dans leur raisonnement, et qui sont les anti-vaccins, je me dis qu'il y a un vrai problème. Donc je l'ai dit à C'est à vous il n'y a pas longtemps en disant je me fous qu'on me traite de censeur, de liberticide, de tout ce que vous voulez. Il faut arrêter de donner la parole à ces gens-là. Et moi j'estime que voilà, j'ai la chance d'avoir l'écoute et l'oreille des Français. Je pense avoir une certaine expertise dans le domaine de la santé, encore une fois, et que je pense qu'il vaut mieux écouter les médecins que ces gens qui sont qui passent leur temps à désinformer parce que un jour ils ont eu un petit problème avec un vaccin. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous accusent d'être un médecin trop médiatique et de même à la limite ne plus avoir ce côté médecin, qui remettent aussi en cause parfois vos compétences? Qu'est-ce que je leur réponds? Je leur réponds pas. Je me fous complètement de ce que ces gens peuvent dire. Parmi eux, il y a des jaloux, il y a des médecins, quelques rares médecins qui me démolissent parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il vaut mieux probablement descendre le mec qui est animateur préféré des Français que celui qui est centième, parce qu'on parlera plus de vous. Il y a des médecins, on voit très bien de qui je parle, qui rêveraient d'être à ma place et qui n'ont pas réussi à le faire et qui aujourd'hui, par frustration, par jalousie, peuvent dire des... Mais je vous assure que ça m'empêche pas de dormir et je ne crois pas avoir tant de détracteurs que ça parmi le corps médical, parce que je peux vous dire que je suis en contact avec le Conseil de l'Ordre des médecins et que j'ai l'impression que mes confrères sont plutôt contents parce que j'ai un peu dépoussiéré la médecine, en tout cas l'image de la médecine, et franchement, j'ai pas de... Il y a quelques émissions qui me démolissent. Encore une fois... il y avait eu la polémique autour du livre Hippocrate aux enfers. Oui, mais c'est fini ça. C'était une polémique à Strasbourg, très localisée, parce qu'ils n'étaient pas contents de ce que j'avais écrit. Puis finalement, un an après, on s'est aperçu que j'avais raison. Donc, c'est pas, vous savez, je crois qu'il y a un... c'est pas difficile à encaisser quand même quand on est hyper médiatisé, que c'est pas votre métier à la base finalement. Je peux pas vous dire que c'est pas difficile à encaisser, mais il faut se blinder, quoi. Au début, vous comprenez pas, parce que vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens qui me descendent, je ne les ai jamais vus, je n'ai jamais parlé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai rien fait d'autre que d'être populaire. Est-ce que c'est de ma faute? Oui, probablement, parce que j'ai tout fait pour l'être, mais est-ce que c'est un crime d'être populaire? Est-ce que c'est un crime de vouloir défendre les avancées médicales? Oui, et puis à un moment, vous vous y faites, parce que j'ai quitté Twitter à cause de ça, parce que c'était insupportable d'ouvrir la porte de chez soi à des tarés qui vous démolissaient, donc j'ai fermé Twitter. Et puis je suis un être humain normal, donc j'ai une sensibilité, et que quand on m'attaque injustement et que je ne comprends pas pourquoi, ça fait mal. Mais après, vous vous blindez, quoi. Vous savez, je pense que si vous jouez au rugby, les premiers matchs doivent faire un peu mal, et puis après, voilà, vous faites, votre corps c'est habitué. Moi, je suis pas très content, mais surtout, je suis très attentif, très vigilant sur ce que racontent les gens qui peuvent dire des conneries sur moi.
s'il ne faut pas qu'il dépasse la ligne, parce que là, à ce moment-là, ça peut faire mal. Et vous gardez donc un œil sur les réseaux sociaux quand même? Non. Quand on voit... Non, pas du tout? Non. Parce qu'on voit beaucoup de sites de santé, enfin soi-disant de santé, qui donnent des informations complètement farfelues, que les gens suivent aveuglément. Comment on alerte? Ça, c'est pas les réseaux, c'est les sites, les sites internet. On ne va pas les citer pour ne pas leur faire de pub. Mais... Non, les sites santé sont très dangereux par les forums qu'ils engendrent, plus que par les infos. Après, je sais que nous, on a un site Allo Docteur qui est un site très sérieux. Moi, je suis avec Bettereye, une plateforme, mais on est... voilà. Le problème, mais je le vois à l'hôpital, les gens qui viennent avec des diagnostics et plus qu'avec des symptômes, c'est tous les jours. Bon, après, il faut s'adapter aussi à l'information. Il faut que les gens fassent très attention à ce qu'ils vont chercher sur Internet. Et heureusement que le dernier recours, c'est quand même le médecin qui peut rectifier tout ce qu'il faut, quoi. Et la santé en France est actuellement en débat à l'Assemblée nationale avec le projet de loi santé d'Agnès Buzyn. Qu'est-ce qui vous inspire, ce projet de loi santé? Est-ce qu'il y a des choses positives et quels sont les accents sur lesquels les parlementaires doivent mettre l'accent? Il y a beaucoup de choses positives. Déjà, il y a la disparition du numerus clausus, ce fameux concours de la fin de première année qui est une aberration. Je suis passé par là, hein, donc je peux vous le dire. Après, il faut lutter contre les déserts médicaux et ça, c'est la partie la plus compliquée. Et je pense que l'idée de faire des stages aux étudiants dans des déserts médicaux, c'est pas mal. Ça va leur apprendre la vraie médecine. Après, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les syndicats médicaux qui ne sont pas contents parce qu'on va... on va déléguer aux pharmaciens la possibilité de traiter les bobos sous condition de délivrer des médicaments normalement. Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut vivre avec son temps et qu'il y a de moins en moins de médecins. Les pharmaciens restent les premiers interlocuteurs, y compris dans les déserts médicaux, et qu'il est évident qu'il faut s'appuyer sur les pharmaciens pour défricher un petit peu, parce que sinon, les gens... et moi, je déteste le corporatisme. Je pense que les médecins ont un rôle énorme à jouer en France, encore aujourd'hui, mais qu'il faut apprendre à déléguer un petit peu quand on ne peut pas tout assumer. Voilà, c'est tout. Alors, il va y avoir des assistantes médicales qui vont soulager le médecin de toutes les parties administratives qui sont très pénibles. Voilà, mais je crois qu'il faut qu'on s'appuie beaucoup plus sur les pharmaciens, sur les opticiens, sur tout un tas de choses, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc Michel Simès, on vous retrouve le 3 avril à Rouen pour votre conférence sur le bien-être au travail avec donc des experts. On vous retrouve en kiosque avec Dr Good, le numéro 10 qui vient de sortir. On vous retrouve à la télévision avec votre nouvelle émission. Et avant de vous quitter, je voulais vous faire une petite interview si j'étais. Donc Michel Simès, est-ce que vous voulez bien vous prêter au jeu déjà? Plaisir, donc Michel Simès, si vous étiez une maladie. Vous m'attendez sur l'infection sexuellement transmissible? Pas du tout. Sur la chaude Pas du tout, je vous avoue que... non, pas du tout. Si j'étais une maladie, celle que j'ai, hyperactif. D'accord. Je vous attendais plutôt sur la maladie d'amour, quelque chose de romantique. Non, je vous fais la vraie médecine. Si vous étiez un médicament. Le Viagra. Donc le Viagra. Je ne vous surprends pas? Non, mais... Le Viagra, très bien. Un vaccin contre tout. Contre toutes les maladies. Qui n'existe pas. Un médicament qui n'existe pas. Vous avez anticipé ma prochaine question. Si vous étiez un vaccin... Si j'étais un vaccin, un vaccin contre la connerie. Si vous étiez un médecin ou une médecin célèbre, autre que Michel Simès. Un médecin ou une médecin célèbre, Pasteur, pour expliquer aux gens l'intérêt de la vaccination. Si vous étiez un accessoire médical. Un accessoire médical. Alors, thermomètre, non. Qu'est-ce que je peux être comme accessoire médical? C'est pas facile, votre question. Un accessoire, qu'est-ce qu'il y a? Un tensiomètre, comme ça reste à l'extérieur. Si vous étiez pressenti pour être ministre de la Santé? Eh bien, je remercierais beaucoup celui qui me fait la proposition en lui disant que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour faire ce boulot. Et si vous étiez un ancien ministre de la Santé marquant? Simone Veil. Simone Veil? Ah, oui. Pour quelle raison? Pour l'ensemble de son œuvre, et parce que c'est grâce à Simone Veil que je suis passé en deuxième année. Et pourquoi donc? Parce que j'étais
Quand j'ai été reçu, quand j'ai passé mon concours de médecine, il y avait 1100 candidats, il y avait 110 places. Et, ou moins, oui, 110 places. Et en fait, parmi ces 110, il y a eu 11 étrangers. Moi, j'étais 11e recalé sur 1100. Et il y avait un avocat dont le fils était au concours aussi, avait remarqué qu'il y avait eu un quota, il y avait 11 étrangers en plus que le quota, parce qu'il y a un quota d'étrangers qui est accepté, il y avait 11 étrangers en plus. Et lui s'est battu en disant, pas question de recaler ces mecs qui avaient réussi leur concours, mais il faut rajouter 11 places pour les Français, parce qu'ils ont été lésés. Et c'est Simone Veil qui a signé le décret autorisant à rajouter 11 places, j'étais 11e. Et c'est comme ça qu'on vous retrouve aujourd'hui. Voilà, et la ligne rouge était juste derrière moi. Bon. Si vous étiez l'endroit idéal pour se refaire une santé? La mer, un bateau. N'importe où dans le monde? N'importe où sur une mer calme. La Manche, la Méditerranée? Plutôt la Méditerranée. Plutôt la Méditerranée. Si vous étiez une médecine parallèle? Si j'étais une médecine parallèle, plutôt la phytothérapie. Elle n'est pas parallèle, elle est complémentaire, parce qu'elle est naturelle. Et si vous étiez un placebo? Si j'étais un placebo, alors, pas un suppositoire. Un suppositoire, un placebo? Neutre. Bah ouais, il y a des suppositoires. Tout médicament peut être placebo. À partir du moment où vous ne mettez rien dedans, vous croyez que vous en prenez un. Si j'étais un placebo, une crème pour femmes. Ne me demandez pas pourquoi, je crois que c'est évident. Et la question de la fin, si vous étiez une épitaphe? Je vous l'avais bien dit que j'étais malade. Michel Simès, merci beaucoup d'avoir été l'invité de la rédaction de Paris Normandie. Je rappelle qu'on vous retrouve au Zénith de Rouen pour votre conférence sur le bien-être au travail. À très bientôt pour un nouvel invité.